21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, je suis ravi de vous savoir. Un nouveau rendez-vous de l'étrange et de l'inexpliqué. Comme chaque soir sur Ado, je propose un autre regard sur les choses de la vie. Vous avez entendu parler de moi au bureau, à la fac, à la maison de retraite, oui, à la salle de sport, dans la cour du lycée. Quoi qu'il en soit, merci d'être là. Mais attention, comme je le dis souvent, cette émission est addictive. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Car ici, tous les soirs, vous entendez ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Des choses cachées, ensevelies, oubliées, détournées par la plupart des médias. Alors certains me menacent, d'autres viennent jusqu'à la station pour m'agresser ou pour que je cesse de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais sachez-le, rien ni personne ne m'empêchera d'être au rendez-vous tous les soirs à 21h. Si vous ne le savez pas encore, mon nom est Bob et ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Et pour ouvrir en beauté ce nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité, les civilisations perdues. Pour vous en dire toute la vérité, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Youngblood. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, historien, spécialiste des antidéluviennes. Vous avez écrit Civilisation antidéluvienne, sorti en avril 2012. Le tome 2 sortira en octobre prochain chez Pascal Gallotte, éditeur. Vous avez écrit également Trésor englouti et Cité perdue chez ABM Éditions en mars 2012, coécrit avec Éric Surcouf. Et avant fin mars, vous sortez Tout l'or du monde chez Terre Aventure Édition, qui permet à tout un chacun de devenir chasseur de trésors. Dites-moi, vous êtes prolixe, Dominique? Normal, j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, ça tombe bien, on va dire toute la vérité sur ces cités perdues. Alors, vous savez, quand on parle de cités perdues, celle qui nous vient souvent à l'esprit dans un premier temps, c'est l'Atlantide. Oui. Mais quand on a commencé à préparer l'émission, on s'est aperçu que vous en avez répertorié bien plus qu'une. Il y en a combien, d'après vous, dans vos recherches, combien en avez-vous répertorié en gros? Alors là, si on devait faire vraiment un inventaire complet, je dirais plus d'une quarantaine. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, oui, tout à fait. Mais maintenant, il faut aussi les classer entre cités qui peuvent être, comment dirais-je, d'époque de l'Antiquité classique à celles beaucoup plus lointaines, celles qui dépassent le fameux déluge biblique. D'accord. Alors vous procédez comment? De la plus lointaine à la plus proche dans le temps, c'est ça? En général, si on veut les expliquer, il vaut mieux commencer par la première qui semble être à l'origine de toutes les autres. Alors justement, la première, c'est quoi? Celle qui est à l'origine, elle s'appelle comment? Shambhala. Ah, et alors elle date de combien avant Jésus-Christ? Oh là là, alors là, si je vous le dis, vous allez encore avoir des ennemis. Ah, d'accord. C'est pas grave, vous savez, j'en ai tous les jours, donc c'est monnaie courante maintenant. Bon, c'est parfait. Alors à ce moment-là, je vais vous donner un peu quelques informations. On va dire que les premières vraies civilisations, le premier fondement de civilisation doit dater d'au moins 100 000 ans. Oh. Ça va vous faire un bond, mais je suis même pas sûr qu'il faut pas plonger plus lointain dans le temps. Donc, alors maintenant, sur quoi je me base, évidemment, sur des études très longues. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. J'ai absolument étudié tout ce qui peut se présenter de près ou de loin comme texte ancien, texte religieux, texte sacré de la plupart des civilisations, qu'elles soient très lointaines comme les civilisations asiatiques ou beaucoup plus récentes comme les civilisations amérindiennes. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que certaines s'entrecoupent et fournissent des informations qui viennent alimenter les légendes des unes et des autres. Alors, elles ont disparu à cause de quoi? À cause du niveau de la mer qui a augmenté? C'est quoi la disparition la plupart du temps? Disons que quand j'ai fait mes études, j'ai évidemment fait le plus petit recoupement, et comme je dis toujours, quand vous prenez toute une série d'informations venant de partout, et surtout quand vous ne savez pas où est la vérité du fake, l'objectif c'est de chercher le plus petit dénominateur commun. Il se trouve que le plus petit dénominateur commun pour l'ensemble de ces civilisations est souvent un dérèglement général du climat. Ouais, c'est ça. Il faut dire que nous avons eu de 117 000 exactement jusqu'à à peu près moins 20 000, une série de déglaciations assez sévères qui ont fait remonter le niveau des eaux, notamment dans les 20 000 dernières années, de 135 mètres dans les océans. Ouais, c'est ça. Donc fatalement, ça en a englouti quelques-unes de ces cités perdues. Je suis pas le seul à le dire, puisqu'il y a d'autres amis qui font des recherches comparables, comme Johnny Anthony West ou Graham Hancock, ou même Robert Bauval, qui vous diront
que par exemple, dans les 20 000 dernières années, 25 millions de kilomètres carrés de littoraux se sont fait ensevelis par ces 135 mètres d'eau. Alors comme ça, balancer comme ça 25 millions de kilomètres carrés, ça peut pas s'imager, mais si je vous dis que ça représente la surface totale de l'Europe des 27 associée à la Chine, ça représente un sacré paquet de terre. Ouais, ça commence à faire grand. Alors, pourquoi l'histoire, aujourd'hui, telle qu'on nous l'enseigne, ne fait pas mention de sa cité perdue ? Le problème en est divers. D'abord, je vais poser les choses tout de go, parce que nous avons peu de temps, finalement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'un de vos amis et collaborateurs, je peux pas. On faudrait faire un cours magistral là-dessus. Mais disons que globalement, une grande partie des découvertes que j'ai faites permettrait de ramener un certain nombre de dieux à des personnages certes remarquables, mais tout à fait humains. Et je dirais même qu'une grande partie des religions s'effondrerait si on mettait vraiment en face de chacune d'elles la réalité historique. Alors le problème, moi, c'est ce qui me gêne à chaque fois, c'est qu'on a la sensation que on a en fait créé notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un dogme religieux aux quatre coins du monde, et que ce dogme-là, finalement, il empêche la découverte d'autre chose que ce qu'on nous présente aujourd'hui. Eh ben, vous avez complètement raison, c'est même, et sans parler de complot planétaire, je pense que c'est même un blocage général de l'établissement, mais enfin il faut reconnaître aussi que si demain je vous disais de mettre à bas l'intégralité des choses que vous avez toujours cru vraies, vous allez avoir comme premier réflexe une résistance absolue. Ah oui, mais bien sûr, fatalement, puis déjà on risque de vous brûler en fait un petit peu sur le bûcher. Alors ne vous inquiétez pas, pour ça j'ai été servi en 2010. Ah bon, d'accord, on va y revenir dans un instant. En tout cas, si vous arrivez, c'est Ado, c'est toute la vérité. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, Répondez Ado. et Bob vous dit toute la vérité. Dominique Youngblood est donc avec nous. On parle de ces cités perdues. Vous me disiez 2010, vous avez été brûlé sur le bûcher de l'humanité, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bûcher d'Internet surtout. Ah bon ? et oui, parce que malheureusement, vous avez évidemment beaucoup de gens qui considèrent que vous êtes soit, passez-moi l'expression, elle est un petit peu forte, mais les jeunes comprendront, soit on vous prend pour un bouffon, c'est ça. Soit on vous prend pour un mytho, ou au mieux pour un escroc. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas exprimer ces choses-là, même si vous les argumentez, plus vous vous avez d'ennemis. Alors vous allez me dire, un certain Sun Tzu dit la valeur d'un homme se calcule au nombre de ses ennemis, mais c'est quand même pas la peine d'avoir la moitié de la planète contre moi quand même. Ça veut dire que vous avez beaucoup de valeur quand même, Dominique. Disons que surtout ce qui est, c'est que je pense que j'ai une certaine intégrité intellectuelle, que je ne sombre pas non plus dans le fantasme facile. Des Atlantes télépathes au rayon de la mort, vous n'arriverez pas à me faire croire ça. Par contre, que vous me disiez que l'Atlantide aurait pu être une civilisation gréco-romaine en plein néolithique, ça je vous réponds, c'est tout à fait possible, voire probable. D'accord. Alors, on va aborder, bien évidemment, au fil de notre discussion d'Atlantide, mais on va commencer peut-être par Shambhala, qui est, une civilisation, une cité perdue, en tout cas, qui se trouvait dans l'Himalaya, je crois, c'est ça ? Tout à fait, complètement. Alors, il faut savoir que j'ai hérité d'une manière assez mystérieuse, que je ne vais pas expliquer là non plus, mais quand même qui, moi, m'a interpellé, des carnets d'expédition d'un certain major Andrew Wesley, lequel est parti pendant 5 ans à la recherche de cette cité en emmenant une quarantaine de personnes avec lui et est rentré seul en 1925 dans un état de délabrement physique et psychologique qui a fait qu'il a terminé dans un hôpital psychiatrique dans l'Illinois. En même temps, dans les années 20, monter sur le toit du monde, ça devait être un petit peu difficile quand même. Il ne devait pas être équipé comme on peut l'être aujourd'hui. Figurez-vous qu'il l'était quand même assez, parce que j'ai traduit ces carnets, je les ai même pour vérifier tellement les choses qui sont dites dedans étaient énormes. Je l'ai fait vérifier au radiocarbone pour m'assurer que le carnet datait bien des années 20, l'encre et le sang qui était dessus, car les derniers kilomètres, je dirais plutôt les dernières centaines de kilomètres qu'il a fait, il a rempli son carnet avec son propre sang. Donc c'est assez particulier, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il raconte dedans, et je dois dire que ça ferait un excellent film de science-fiction, sauf à croire que c'est la réalité. Le seul moyen de le savoir, c'est franchement d'y aller. Alors, et pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on n'y va pas ? Alors ça peut être une chose très intéressante.
Je pourrais pas vous expliquer, mais je vous en parlerai peut-être hors antenne, d'une expédition qui a failli voir le jour en 2010 et qui a failli se terminer en enjeu stratégo-politique sur ce qui pouvait se trouver là-bas. Donc, qui a mis fin d'ailleurs à l'expédition en question avant même qu'elle débute. Ah ouais, donc là, quand je vous entends, j'ai vraiment, je pense à cet adage qui dit l'ignorance et la possibilité de tenir le peuple à l'écart de tout. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, toujours pareil, si on revérifie l'histoire, si on doit la réécrire, d'ailleurs j'ai une conférence là-dessus qui dit faut-il réécrire l'histoire. Si on doit la réécrire, évidemment, ça, comme je vous ai dit, beaucoup d'établissements vont s'écrouler, à commencer par l'établissement français, notamment de l'archéologie. Il faut quand même imaginer que l'archéologie française a basé ses techniques de fouille et de travail et d'analyse et d'études sur des dogmes qui ont été fondés à l'époque napoléonienne, quoi. Et depuis, ça n'a pas bougé. Apparemment, ils ne savent pas que les satellites existent, que la thermoluminescence et le radiocarbone existent, et qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de technologies avancées, on peut obtenir des résultats bien plus probants que simplement fouiller à la pelle et à la pioche, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, pas mal de questions arrivent pour vous sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. On va vous les donner au fur et à mesure, comme ça vous pourrez répondre, Elliot. Il y a beaucoup de questions pour savoir, est-ce que vous avez des traces de l'existence de ces cités ? Alors, au niveau des traces d'existence de ces cités, d'abord, il y en a un grand nombre qui sont tout à fait visibles, puisqu'elles sont disparues dans la mémoire des gens et une grande partie de leur culture aussi. Mais ces cités sont là et bien là, on peut les voir. Hein. Par exemple, pour les cités de l'Indus, Harappa, Lothal, Mohenjo-Daro sont tout à fait là et visibles. La cité de Kambat, cette ville engloutie par 40 mètres de fond au large de la péninsule d'Inde, est non seulement visible, mais on peut même y plonger dessus. Bon, évidemment, il faut avoir tous les certificats de plongée, un sacré courage parce qu'il y a des courants là-bas, mais effectivement, un peu partout dans le monde, il y a des traces indéniables de ces civilisations. Alors, Shambhala, est-ce que cette cité était, en tout cas d'après ce que vous avez comme info, est-ce qu'elle était moderne ? Est-ce qu'il y avait un maire, ou ce qu'on pourrait appeler un maire, un chef, entre guillemets ? Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait une hiérarchie, effectivement, à l'intérieur de Shambhala. Effectivement, il y avait une hiérarchie. En fait, le peuple chambaléen, on devrait même dire agarthien, puisque les gens font souvent beaucoup de confusion là-dedans, et il est bon de rétablir la vérité. Agartha est le royaume, et Shambhala sa capitale. D'accord. Ok. Voilà. La terre creuse n'existe pas. Par contre, une chose est certaine, d'après les descriptions qu'en fait Wesley, une ville souterraine considérable existerait là-bas. Ah oui, d'accord. Donc finalement, vous dites-vous que la Terre ne peut pas être creuse partout, mais quand même, on a créé une ville souterraine. Je dis simplement que les gens qui parlent du mythe de la Terre creuse parlent d'une manière partielle de personnes qui ont peut-être vu l'intérieur de la cité de Shambhala à une époque plus ancienne, et qui, à leur époque, c'était tellement gigantesque. L'endroit est tellement immense, enfin si on s'en tient au carnet de Wesley, bien entendu. Bien sûr, Là, j'ai pas été voir. Il y a aussi un petit peu au texte sacré indien, sur le Mahabharata, le Ramayana, enfin toute une série, vous savez, il y en a une quantité industrielle de textes sacrés indiens sur lesquels il faut aller récupérer des données un petit peu partout, mais c'est une cité apparemment gigantesque, effectivement, et dont pratiquement la moitié se trouve sous terre. Est-ce que, Dominique, de ces anciennes cités, aujourd'hui, on en a ramené quelque chose ? Est-ce qu'on a un héritage de ces cités ? Alors le problème à l'heure d'aujourd'hui, et c'est ça qui fait débat, et c'est d'ailleurs l'argument essentiel des détracteurs, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a énormément de données écrites, on a énormément d'informations à travers les légendes, à travers les textes d'anciens écrivains, des écrivains antiques ou autres, et même des fois très lointains, même sur des tablettes, mais on a malheureusement, dans le meilleur des cas, des ruines où des fois on ne peut même pas expliquer l'écriture qui est gravée dessus. Ah oui, c'est ça. Et au niveau des moyens de construction, est-ce que ces gens ont été évolués ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la révélation des pyramides ici, la question que l'on se pose tous les jours, c'est comment ont-ils fait ces Égyptiens ? En tout cas, c'est bien eux qui les ont construites. Mais est-ce que vous, sur les infos que vous avez, on peut dire que la civilisation, en tout cas qui occupait Shambhala, par exemple, était moderne, elle avait des moyens de construction assez neufs ? Ce qui est certain dans Shambhala, c'est le gigantisme qui
qui prédomine, si je puis dire. Et on retrouve un système de construction, le système de construction cyclopéen. Ouais. C'est-à-dire un système de construction qui est adapté par les Incas, Mayas, Aztèques, enfin tous les pays, tous les peuples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ouais. Entre autres, mais pas seulement, puisque vous savez que la construction cyclopéenne est née en fait à Mycène, en Grèce. C'est les constructions notamment de la Grèce archaïque, qui est une civilisation qui est née 1000 ans avant la Grèce qu'on connaît tous, quoi. Et ces constructions posent de toute façon le même problème, parce que vous me parlez des construction pyramidale, mais si vous allez voir du côté de Sacsayhuaman, vous avez une pierre de 400 tonnes qui se trouve en hauteur de près de 5 mètres. Ouais. Dites-moi quel système de levage a permis de lever une pierre pareille. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la question reste entière. On en revient toujours ça à ces constructions gigantesques et pharaoniques. Alors on revient dans un instant, Dominique Youngblood, pour continuer à découvrir ces cités perdues, mais on a quelque chose qu'on a bien ici identifié, c'est la pub. On marque une pause, on remplit le frigidaire et on revient dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. Vous pensez depuis toujours que l'on vous cache des choses, alors bienvenue sur Ado. Comme tous les soirs, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Et bien demain, dès 22h, je recevrai Diego Buñuel, l'animateur de l'émission d'investigation Boomerang de Canal+. Mais grâce à lui, je vous dirai toute la vérité sur la filière du cacao que vous mangez dans les bars chocolatés. Vous savez, celle qu'on a dans tous les distributeurs. C'est le premier achat compulsif, en fait, intentionnel. C'est-à-dire qu'on on arrive, boum, on achète. Et bien, vous serez surpris, croyez-le bien. Donc, on aura l'occasion de diffuser quelques extraits du reportage et puis d'en savoir un peu plus sur ce document qui dure à peu près 1h30. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Il s'appelle Dominique Youngblood, il est écrivain, historien, spécialiste des antédiluviennes. C'est l'occasion pour nous d'en savoir plus sur ces cités perdues. Dominique, on va aborder l'Hyperborée. Alors, Hyperborée, c'est quoi ? C'est une civilisation qui est une descendante de Shambhala ? Tout à fait, complètement. Enfin, du moins, les recherches que j'ai faites tentent à prouver que la population que Sapiens viendrait en fait de Shambhala et qu'il aurait ainsi migré et se serait développé sur l'ensemble de la planète, créant ainsi toute une série de civilisations au cours des siècles et des millénaires. D'accord. Mais là je crois... En fait, dans la deuxième étape, nous avons une installation plein nord avec Hyperborée. D'accord. Et là, je crois par contre que ça intéresse les Canadiens. Je crois que ça, ils travaillent là-dessus, non ? Ah ben, je suis en plein dedans avec eux depuis 2004 ou 2005. Et c'était avec des civilisations canadiennes, oui. Et alors, est-ce qu'ils mettent des moyens dessus ? Parce que moi, je suis fasciné. Moi, c'est-à-dire que là, on a une pelote et on a tiré un petit fil. Moi, j'ai envie de tirer au maximum. J'imagine que vous aussi. Donc, est-ce que vous avez des moyens ? Est-ce que les Canadiens mettent un peu de moyens justement pour en savoir plus là-dessus ? Ou encore une fois, c'est 3 bouts de ficelle et on y va ? Ah non. En général, c'est plutôt 3 bouts de ficelle et on y va, mais c'est les bouts de ficelle privés en général. C'est du sponsoring privé. D'accord. Donc c'est du mécénat, en fait, c'est ça. L'État, quel qu'il soit, et surtout français, j'avais monté un programme d'expédition quand j'ai regardé la répartition des budgets. Un centre de recherche dont je ne donnerai pas le nom nous proposait la somme mirobolante de 9 000 €. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous allez ça paye les cigares. Voilà, ça paye les cigares une fois qu'on a trouvé quelque chose de plutôt sympa. Voilà, non, mais oui, mais alors là, non, même pas. Et en plus, là, ils vous offrent même pas du Monte Cristo. Bon. Non. Du coup, je leur ai dit, vous êtes gentils, vous gardez votre fric. Ouais, bah oui. Donc là, ça passe. C'est quoi ? Ça passe par le mécénat, fatalement, des gens qui ont beaucoup d'argent. Effectivement, par le mécénat, mais c'est souvent de manière, je dirais, totalement indirecte. Les grandes recherches qui ont été faites par moi ou par d'autres, l'ont été faites toujours à travers d'autres activités, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en général, on fait quelque chose dans cette direction et à ce moment-là, des gens nous proposent de regarder de plus près au passage, quoi. En gros, c'est ça. Alors, vous savez, quand on parle des civilisations ou les cités perdues, il y a un nom qui revient souvent, c'est celui de l'amiral Byrne. Lui, il est revenu, semble-t-il, en ayant vu quelque chose. Il a un peu sombré, en tout cas, on l'a aidé à sombrer un peu dans une folie. Il n'a pas été très... Je pense aussi, mais personnellement, je vous dis, on est encore dans le schéma de la Terre creuse. Et il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelait, Olaf Janssen. Oui. Et voilà, donc je veux dire, de ce côté-là, moi personnellement, je suis allé plusieurs fois en Arctique.
Et je peux vous dire, je vais même y retourner là, puisque je suis en train de préparer une mission, enfin une expédition qui est plutôt sportive, qui s'appelle d'ailleurs Hyperboréa. On a fait le trait d'humour avec ça. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai jamais trouvé le moindre trou, à part à travers la glace, dans le pôle. Ouais. Bon, ouais, en tout cas, vous pourrez au moins choper des poissons. Donc, dites-moi. Par 0 degré, je vous les laisse. Ouais, dites-moi. Alors l'Hyperborée, là encore une fois, c'était donc une cité glaciaire. Enfin, elle était sur la glace. Non, à l'origine, elle ne devait pas être sur la glace, puisque Hyperborée veut dire donc le plus à l'ouest, le plus au nord, je veux dire. Ouais. Et son deuxième nom, c'est le Septentrion. Et Septentrion est un nom qui est mêlé à la fois, je pense, de l'hyperboréen et du romain, puisque ça voulait dire le pays des 7 bœufs. Donc je ne pense pas qu'il y avait des bœufs au milieu de la glace. Ça devait être probablement vert à une certaine époque. Et puis, encore une fois, c'est une civilisation qui a rencontré un dérèglement climatique majeur. Un peu, je pense, à la version du jour d'après. Et résultat, la civilisation a été complètement anéantie par la glace et la population a dû redescendre et se disperser. D'ailleurs, on en trouve des traces dans l'Europe de l'Est. Alors justement, physiquement, ces gens ressemblaient à quoi? Comment étaient-ils? Est-ce qu'on leur ressemble ou pas? Alors, beaucoup de gens disons une certaine frange de gens ont décidé qu'ils étaient blonds aux yeux bleus. Je dirais que les recherches qui ont été faites présentent plutôt des personnages eurasiens, donc qui seraient en fait un mélange entre l'asiatique et le caucasien, quoi, l'européen de base, et étaient plutôt allés compte tenu de la glace et des réverbérations sur les derniers temps, puisque disons la branche la plus proche et la dernière descendance, si on peut admettre que c'est une descendance des Hyperboréens, seraient les Inuits, dont le peuple a disparu à peu près 500 ans avant l'arrivée des Inuits sur la zone. D'accord. Okay. Hyperborée, donc elle a disparu. Par contre, Hyperborée avait une chose particulière, il ne construisait pas d'igloo, mais bien en pierre. Et on a trouvé au Canada une sorte de char à voile. Ah bon? Donc je peux vous dire que le profil vaut celui d'un avion de chasse. Et j'ai un de mes amis américains qui est un peu fêlé, mais enfin je connais que des gens fêlés, donc c'est normal, et qui s'est amusé à reconstruire l'engin pour le tester. Et c'est fabuleux, c'est un petit jouet, un traîneau, enfin c'est une sorte de char à voile sur ski, quoi. Mais donc peut quand même, avec le vent, faire des déplacements jusqu'à 160 km/h sur la glace. C'est pas rien, quoi. Mais donc, alors là, ça pose le problème de la connaissance. Quelle était la connaissance de ces hommes? C'est clair. Bah ouais. De toute façon, c'est clair. Mais enfin, bon, les skis sont pas venus de nulle part, la luge non plus. Le problème, c'est que je dirais que le ski et la luge sont les produits les plus basiques d'une technologie bien plus avancée. Sauf que cette technologie, aujourd'hui, la seule trace qu'on a, c'est comment dirais-je, l'artefact qui a été retrouvé puis reconstitué grandeur nature pour vérifier si effectivement comment ça pouvait fonctionner. Ouais, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est se dire qu'elles ont disparu il y a très très longtemps, mais on peut imaginer que ces gens avaient donc une très forte connaissance, parce que là vous me dites un char à voile qui monte à 160 km/h, donc on connaît l'aérodynamisme, on connaît la voilure, etc. Donc, complètement, je suis d'accord avec vous. Et on connaît une certaine technologie, parce que monter un ski orientable à l'avant, c'est quand même pas donné à n'importe qui, en tenant compte des différentes pressions, du poids, de la glissade, enfin. Alors, c'est effectivement, il y a de la mathématique là-dedans, c'est clair. Mais c'est pour ça, donc, et on estime qu'à l'époque, ils connaissaient pas le mètre, ils connaissaient pas les maths, etc., sachant que les maths, d'après ce que l'on dit, s'imposent à vous. Malheureusement, ils ne sont pas imposés à moi, mais quoi qu'il en soit, ça date de quelle période, là, Hyperborée? Hyperborée, je dirais qu'on est dans les moins 80 000, moins 55 000 avant Jésus-Christ. D'accord. Alors, on a la sensation que beaucoup de civilisations donc étaient du côté du Grand Nord, puisqu'il y en a une aussi qui s'appelle Antarctica. Antarctica, alors là, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas si c'est une civilisation, un poste avancé, ou quelque chose qui nous dépasse et qui serait encore plus mystérieux. La seule chose que l'on sait d'Antarctica, c'est qu'elle a été retrouvée par des photos satellites, tout à fait par hasard, que les Américains qui sont sur la zone d'occupation internationale sur laquelle cette entre guillemets cité se trouve, sont allés l'explorer, qu'il y a extrêmement peu d'images et une vidéo dessus,
et que dès que cette vidéo a été mise en ligne sur Internet, il y a eu blackout général et fermeture complète de la zone à qui que ce soit. Ah bon? Ah oui, complet. Là, je confirme parce que c'est du vécu. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a pour la bonne raison que si vous y allez, je suis pas sûr que vous rentriez. C'est fou hein, quand même, on a la sensation que, moi c'est ce qui me gêne dans tout cela, c'est qu'on m'interdit de connaître finalement l'histoire de notre planète, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Je vais vous dire une chose encore plus forte, Bob. Si vous analysez bien tous les textes des civilisations antédiluviennes et que vous en tirez leur quintessence, c'est-à-dire en gros les valeurs morales de ces civilisations, vous vous apercevez que nous sommes dans une société individualiste. Ou à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, vous prendriez quelqu'un qui a vécu à cette époque et vous le catapulteriez dans notre monde aujourd'hui. Ça devient fou, les gars. Ah bah oui, c'est les visiteurs. C'est une solidarité générale entre les individus. Voir un clochard dans la rue, c'est incohérent pour le gars, quoi. Je veux dire, ils se partageaient tous, se répartissaient les richesses qu'ils faisaient en fonction de leur spécificité. Par exemple, quelqu'un qui se sentait prédestiné à être boulanger allait faire boulanger, mais il allait fabriquer des pains pas seulement pour lui ou pour les donner aux clients. Il allait pas les vendre aux clients, il allait les donner. On était dans le partage complet, quoi. Il recevait des autres le même service. Mais la banque, l'argent, le pognon, la bourse, tout ça, ça servait à rien. Ça n'existe pas. On était sur du troc, en fait. On était sur une sorte de troc gigantesque où chacun produisait en fonction de sa spécialité. Alors vous allez me dire, oui, mais un soldat ou un policier, il produisait rien. Ben, il produisait la sécurité, ces deux gars-là. Et donc, l'avantage, c'est qu'en contrepartie d'une sécurité qu'ils apportaient, ils étaient nourris, logés, blanchis, si je puis dire. Mais c'était le cas de tout le monde dans ces civilisations et surtout, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, ça a bien changé. Je vous dis, moi, le truc, les restos du cœur, c'est une hallucination pour un antédiluvien. Il y avait partage. Pourquoi vous partagez pas? Pourquoi vous donnez pas ce que vous avez dans vos supermarchés? Parce que la notion d'argent, la notion de pouvoir, les gens se construisant entre eux leur maison, c'est-à-dire que chaque, admettons, deux enfants de deux familles différentes s'unissaient, les deux familles construisaient la maison, un peu comme on faisait à l'époque du début de la conquête de l'Ouest. Oui, il y avait une entraide, on le voit même dans la petite maison dans la prairie. Hein. Vous avez aucun Français peut se payer une baraque. Vous imaginez un monde dans lequel vous voulez avoir une maison, c'est vos voisins, vos amis, votre famille qui vous aident à la construire? Bien sûr, non, mais c'est vrai que si ces gens-là revenaient aujourd'hui, ils seraient complètement hallucinés. Mais c'est aussi autre chose qu'il faut réaliser. Imaginez les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont assis là-dessus. Vous pensez tout de même pas qu'ils vont lâcher leur pouvoir? Ah ben non, ça c'est sûr. Je veux dire, moi je pense, c'est mon point de vue maintenant, ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, ça n'a pas de réalité historique, c'est une forme de ressenti. Mais enfin, après 30 ans à avoir compulsé tout ce qui existe sur ces civilisations, je pense que je dois à peu près toucher la vérité. À un moment donné, il y a eu un déluge. Ce déluge a été prouvé. Il a été prouvé par l'équipe de Ballard. Vous savez, le gars qui a retrouvé le Titanic. Bob, comme vous d'ailleurs. Bob Ballard. Voilà. Et ben, il a fait des recherches dans la mer Noire et il a retrouvé effectivement le déluge qui a englouti une partie, qui a enseveli une partie de ce qui était l'Irak et l'Iran, et d'ailleurs Our et toutes les villes autour, Sumer, Érudit. Le fameux déluge de Gilgamesh, il date de là. Et il se trouve que moi, je pense qu'à un moment donné, des gens se sont retrouvés en possession de moyens de survie, je sais pas, la nourriture, l'eau potable, quelque chose, et ont décidé de changer les règles. Et un petit groupe a décidé que ça devait fonctionner comme ça maintenant. C'est ça. Parce que ce système que nous connaissons aujourd'hui ne fonctionne historiquement que depuis 9600 ans. Ouais, c'est de l'humanité. Voilà, c'est ridicule à l'échelle quand même de la vie sur Terre, hein, quand même. Donc c'est juste ridicule. C'est infinitésimal. Seulement le problème est le même que dans le film Total Recall. Imaginez que nous soyons dans la capacité de donner à la population mondiale l'information vraie et réelle sur l'histoire du monde et que les gens réalisent qu'on vivait bien mieux avant, d'où le pourquoi ce fameux mythe de l'âge d'or. Les gens vont dire, mais moi, le système qui existe aujourd'hui, j'en veux plus. C'est ça. Je veux commenter une révolution à côté de laquelle les années 68, là, c'est de la rigolade. Dominique Youngblood, vous restez là, on marque une pause musicale, on se retrouve dans un instant. Pas mal de questions arrivent, Elliot, et vous y répondrez juste après. On vous les pose tout de suite, réfléchissez à la réponse. Il y a notamment Gala qui veut savoir pourquoi vous avez fait toutes ces recherches et qu'est-ce qui vous a intéressé. Eh ben on y répond dans un instant. Dominique Youngblood nous parle des cités perdues, c'est ado, c'est toute la vérité. Qu'est-ce qu'on écoute, mon Mathieu? Là, j'ai ressorti un petit cornet avec classe, on l'écoutait dans le début des années 2000, vers 2002 par là. Vous êtes sur Ado et vous écoutez Bob vous dit toute la vérité. Dorénavant
sur Ado, les plus grands mystères de notre vie. Les plus grands mystères de notre vie. Bob vous en dit toute la vérité. Oui, et dans 25 minutes maintenant, je vous dirai, grâce à Nicole Delépine, toute la vérité sur le cancer qui pour elle est un fléau qui rapporte. Elle est médecin, pédiatre et oncologue et vous allez être scotché par ses propos. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Dominique. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Ah, il s'arrête pas de parler, lui. Hein. Dominique Youngblood est avec nous, écrivain, historien, spécialiste des antédiluviennes. Dominique, pas mal de questions. On est en train de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, des sites perdus. Pas mal de questions arrivent sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Et il y a Gala qui veut savoir pourquoi vous avez fait toutes ces recherches et qu'est-ce qui vous a intéressé. Pourquoi j'ai fait toutes ces recherches? Je dirais tout simplement parce que je suis tombé un jour sur un bouquin tout à fait simple à l'origine, enfin je veux dire qui n'était pas un livre historique ou prétentieux. C'était Atlantide, le monde antédiluvien en américain, et qui avait été écrit par un certain Ignatius Donnelly. Et bon, bien sûr, ce livre a beaucoup d'erreurs à l'intérieur, mais l'approche de ces mystères sur les civilisations m'a intéressé, la manière dont il avait approché ces problématiques. Et j'ai donc décidé de m'y intéresser. De fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec un certain nombre d'experts en matière d'histoire, en matière de recherche et d'archéologie. Et évidemment, ça n'a fait qu'attiser un peu plus et chaque fois mon intérêt pour tout ça. Fatalement. Alors, c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Il y a même Sébastien qui dit, pour une fois, Bob impressionne, il semble connaître le sujet sur les doigts, ça fait plaisir par moment. Bon, oui, je m'intéresse un peu. Enfin, je travaille un peu les émissions, Sébastien. Enfin, juste comme ça. Dominique, non, mais ils sont fabuleux. Hein. Vous savez que si je vous laisse pas parler, on va dire, laisse. Juste un aparté, là, j'ai entendu parler de vos barrettes de chocolat. Là, je vais écouter votre émission derrière. Parce que qu'est-ce qu'on peut en bouffer en expert? Alors, s'il y a quelque chose qui va pas là-dedans, je voudrais pas terminer autrement, quoi. Ah ben, c'est demain avec Diego Buñuel, hein, à partir de 22h, vous allez être surpris parce qu'alors l'huile de palme, le chocolat cacao qui est ramassé par des gamins qui ont moins de 10 ans. Enfin, alors là, je veux vous dire que vous allez manger du sandwich jambon beurre en expédition. Mieux, oui, je vais peut-être m'y mettre au jambon beurre. Oui, je pense aussi. Alors, on va peut-être continuer oui, on a brièvement abordé Antarctica. Alors, pour l'instant, d'après vous, les chercheurs sont balancés entre supposition et réalité, hein. C'est-à-dire que de toute façon, toute personne qui veut y aller y est interdite. On va dire simplement, elle est persona non grata. Donc là, on peut... Pour ceux qui connaissent pas le latin, personne n'en désiré. Oui, c'est ça. Mais dites-moi, il y a quand même des satellites. J'imagine que les satellites, quand ils passent au-dessus de cet endroit, ils repèrent des choses, non? Ah, mais c'est d'ailleurs grâce aux satellites qu'elle a été découverte, ces vestiges. Donc le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, et quand j'ai donné l'information, la première des choses qu'ont fait mon fan club, c'est de se jeter sur Google Earth. C'est quand même extraordinaire, comme d'un coup, toute une série d'endroits que je pourrais vous donner possédaient des images claires et depuis, elles sont devenues terriblement floutées. Donc je dis plus rien sur le net. D'accord. Et je le fais en off, comme on dit. Et voilà, c'est la grande manip, encore une fois, de l'information. On veut bien nous montrer que ce qu'on veut bien nous montrer. Voilà, donc c'est juste ça. Alors, on marque une pause pécuniaire, si vous le voulez bien, Dominique, et on continue à parler des civilisations perdues. On a mu également entre moins 55 000 et moins 35 000 avant Jésus-Christ. On a la cité de Kambat, et puis on aura peut-être le temps d'aborder d'autres civilisations que vous avez sur lesquelles vous travaillez. On essaiera de faire vite. C'est Ado, c'est toute la vérité. Ado à Paris 97.8, à Toulouse 93 ans, et bien sûr c'est à votre disposition sur la page Bob vous dit toute la vérité ou sur le site adofm.fr, le player, ainsi vous pouvez nous écouter partout en France. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Si vous avez toujours voulu tout savoir sur les mystères de la vie, alors vous avez frappé à la bonne porte. C'est ici, sur Ado, 21h minuit. Ici, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité. Et nous parlons jusqu'à 22h des cités perdues. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler que ce week-end, j'ai laissé les micros et les caméras allumés afin d'enregistrer d'autres éventuelles manifestations paranormales dans le studio, parce que vous le savez, on reçoit beaucoup de médiums. Tous nous disent, le studio est chargé. Qu'en est-il? On a enregistré des choses. Pour découvrir tout cela, restez donc avec nous. Pour participer à l'émission, cliquez sur adofm.fr. Dominique Youngblood est avec nous. Dominique, je le rappelle, hein, pour ceux qui viendraient à peine de nous rejoindre, vous êtes écrivain, historien et spécialiste donc de ces cités perdues. On va parler de Mu. Alors, quelle est cette cité? Elle se trouvait où et qu'est-ce que vous avez pu y trouver?
Alors, premier point d'abord, il faut d'abord essayer de réunir tout le monde. Ouais. Premièrement, la lémurie, Mu et le Kumarikandam, c'est la même chose. Donc, simplement, la lémurie, c'est une recherche qui a été faite et le nom est sorti à travers un scientifique qui étudiait les petites bestioles, là. Ouais, les lémuriens. Et qui, au bout du compte, a parlé tout simplement de continent. C'est lui qui a lancé d'abord, dans un premier temps, l'idée d'un continent sur place là-bas. D'accord. En fait, de continent, Mu n'a jamais existé en tant que tel, mais en hyper-archipel, on peut l'imaginer. Alors, la question maintenant de savoir ce qu'on y trouve, je dirais simplement que un certain nombre d'îles qui couvrent la zone, et notamment la zone océanienne, je devrais dire, regorgent de constructions des plus étranges, comme par exemple la cité lacustre de Nanmatal, le Triliton de l'île de Toratonga et bien sûr là-haut qui se trouve sur l'île de Pâques. Je ne parle pas des Moaïs, hein, là je parle de l'hôtel. Il y a un Naou, c'est-à-dire un hôtel qui est construit à l'identique des murs que l'on peut retrouver chez les Mayas et les Incas. Hein. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il fout là au milieu de cette île? On n'en sait rien. Mais tout le monde s'est intéressé aux Moaïs sans se poser la question des autres constructions plus anciennes qui se trouvaient sur l'île. Bien sûr, je pourrais vous citer des routes sur des îles qui mènent nulle part, hein, qui débutent au premier littoral et qui traversent l'île de part en part pour s'enfoncer sous la mer. Ouais. Je pourrais vous parler d'autres ruines de cités, de pans de murs et même de ports qui ont été retrouvés, d'une île comme l'île Malden où se trouvent plus de 50 temples associés. On se demande pourquoi on a rassemblé autant de temples sur une si petite île. Ouais. Il y a énormément de questions qui se posent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a unicité dans la construction, dans le type de construction, dans le type de décoration. Il y a une certaine forme de transfert de langue qui part de ce qui est le malgache, l'indonésien et qu'on retrouve dans le maori. Ouais. Donc je veux dire, il y a quand même une certaine cohérence là-dessus. Alors maintenant, pour prouver l'existence de Mu, on ne peut pas encore une fois la prouver, on ne peut pas en tout cas associer tous ces monuments à une seule et même civilisation, même s'ils ont beaucoup de points communs entre eux, tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé, je dirais, le fameux plus petit dénominateur commun. Voilà, déjà. Deuxièmement, Mu, jusqu'à présent, tout le monde pensait que c'était une supercherie qui a été inventée par un certain colonel James Churchward dans les années 20-25, lorsqu'il a sorti son best-seller Mu, le continent perdu. Seulement, il se trouve qu'en faisant des recherches qui n'avaient rien à voir avec le sieur Churchward, je suis tombé sur les chroniques de Shenra Piwo et une partie des chroniques de Shenra Piwo qui sont visibles au musée de Berlin sous la forme d'un manuscrit qui s'appelle le Zermig. Alors le problème, c'est que pour le tout un chacun, il va me dire, même si je suis allé au musée de Berlin, j'ai pas vu le Zermig. Alors le problème, c'est qu'il faut d'abord demander au conservateur, il faut avoir un certain nombre d'agréments, si je puis dire, pour y accéder, mais il est bien là-bas, hein, il est simplement pas exposé parce que sa valeur n'a pas de prix. Et à l'intérieur des textes traduits, hein, donc quand on les traduit, c'est du sanskrit, hein, donc du moment que vous savez traduire le sanskrit, ça va. Et vous retrouvez des phrases à l'intérieur qui parlent très clairement de cet historien voyageur qui s'appelle Shenra Piwo et qui fait parler des personnages qu'il a rencontrés, qui disent qu'ils sont du clan de Mu, qu'ils habitent le pays de Mu, etc. Donc et ça, c'est des documents historiques, hein, sont indiscutables. Hein. En plus, elle était décrite, cette île, comme merveilleuse, paraît-il, par James Churchward. Ah ben, elle était immense, c'était un continent colossal, si on le regarde. Mais moi, je pense qu'il a dû confondre les textes, et c'était quand même pas un spécialiste du sanskrit non plus. Et je pense qu'il a confondu, en fait, le continent avec, je dirais, la zone d'influence de cette civilisation. Puisque tous les éléments me ramènent, moi, à une zone qui se trouve au sud de la péninsule indienne, là où se trouvait le Kumarikandam, et où, si vous voulez, tout laisse à penser
qu'il existait une sorte d'île principale qui avait colonisé un peu comme nous, hein, l'Espagne, la France, l'Allemagne et tout ce qu'on a fait notre époque de colonisation. On ne peut pas se targuer d'être les seuls à l'avoir fait. Et il se trouve que cette civilisation a dû le faire dans le Pacifique et s'est établie là-bas. Ce qu'il y a, c'est que ces colonies sont tombées plus vite que l'île principale, puisque l'île principale de Kumaraikandam, on va dire le pouvoir central, n'a disparu qu'avec la montée des eaux de la dernière déglaciation et a terminé par être totalement englouti il y a environ 7600 ans, dans une zone qui se trouve donc au sud de la péninsule indienne, à l'est de Madagascar, pour vous donner une situation. Dans cette sorte de trou qui va entre l'Indonésie et les archipels indonésiens et puis l'Inde et Madagascar. Alors, Dominique Youngblood, vous parlez du sud de la péninsule indienne. On va y retourner dans une poignée de secondes. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. À 180 km au sud de la péninsule indienne, en pleine mer, on trouverait la cité de Kambat. Complètement. Alors Kambat a été découvert par le professeur Rao, qui est le grand patron du NIOT, le National Institute of Technology, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, enfin ça doit être ça. C'est l'Institut océanographique et technologique des Indes. Et ce sont des spécialistes de l'archéologie sous-marine. C'est eux qui ont retrouvé d'ailleurs en 2000-2001 la cité de Dwarka. On pensait tous à l'époque être un pur produit imaginaire, elle était décrite dans les livres sacrés indiens, notamment dans le Ramayana, et on la retrouve exactement comme elle est décrite dans ces textes, je dirais à même pas 6 km du littoral. Quant à Kambat, c'est encore plus fabuleux puisqu'elle est le fruit du hasard. En fait, elle a été trouvée totalement par hasard puisque c'est des pêcheurs qui se sont piégés avec leur filet dans les ruines de la cité. Elle n'est que par 40 mètres de fond. Et c'est une cité qui a été explorée, on va dire, de la période 2004 jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il y en a pour des années à l'explorer. Et tout ce qui a été remonté du fond et qui a été daté, qui a pu être daté, prouve que la datation est de très loin supérieure à la date de Sumer, qui elle est considérée comme la civilisation qui a donné naissance à toutes les autres à l'heure d'aujourd'hui, selon l'histoire officielle, on va dire. Et elle, c'est 5500 avant Jésus-Christ, donc 7500 ans. On tombe à peu près au moment où le Kumaraikandam disparaît, quoi. Alors là, c'est de là que viendrait... en fait, ce sont les ancêtres des Indiens, c'est ça ? Ah, complètement. Les Dravidiens, c'est en fait les gens, quand la cité a été engloutie par les eaux avec le relèvement, ces gens sont remontés sur ce qui n'était pas encore une péninsule, puisque le Kumaraikandam était en contact direct avec le sud de la péninsule. Et les gens sont venus habiter le sud de la péninsule, les Dravidiens. Ce sont les actuels Tamouls. C'est pour ceux qui connaissent l'Inde. Les actuels Tamouls, les Tamils, comme on dit en France, ce sont les descendants directs des fameux Dravidiens. Incroyable. À ne pas confondre avec les Ariens comme un certain personnage a décidé de les baptiser. Et depuis, c'est resté collé, malheureusement pour eux et pour nous. Et les Aryens qui étaient plus du nord, qui étaient en fait des contreforts de l'Himalaya, ont envahi ensuite l'Inde et le sud de l'Inde, important leur langue, le sanskrit, qui aujourd'hui est considérée comme la plus ancienne, mais c'est une erreur grave. Là, on voit que quand même, toutes ces cités, elles sont découvertes au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des cités qu'on n'a pas retrouvées ? On fait déjà l'Atlantide, à commencer. C'est la plus mystérieuse, et pourtant la plus proche de nous. Et là encore, juste une question, parce que beaucoup disent que c'est de l'imaginaire, l'Atlantide. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent non, mais ça c'est dans les livres, c'est Platon, c'est tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que cette cité, elle a existé ? Alors moi, personnellement, de toute façon, je pars toujours d'un principe, il n'y a pas de fumée sans feu. Et deuxièmement, si on se basait uniquement sur ce qu'a écrit Platon, et si on regardait bien le Timée et le Crétias,
on détermine qu'effectivement, Platon nous a décrit l'Atlantide et l'a baptisé Atlantide comme ça. Ceci dit, son nom, dans les langues les plus anciennes, ça revient à dire Atlantis, ça veut dire l'ancien royaume des océans, donc en fait situé en mer, quoi. C'était une thalassocratie, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc le problème, c'est que, comme on dit Platon, déjà c'est vrai que Platon avait une troisième, si c'est pas une quatrième main, hein, puisque ce sont des personnages en Égypte qui remettent l'information aux prêtres du temple de Saïs, lesquels les gravent sur les colonnes. Solon, donc un parent éloigné de Platon, lit ces informations, demande à ce qu'on les lui traduise, et finalement amène une information qu'il voulait transformer en poème, dans les mains de Critias, je crois, qui était son sorte de beau-frère, et c'est de Critias que ça atterrit à Platon. Vous voyez un peu le chemin que ça a parcouru. Ouais, c'est ça, ouais. Donc déjà, seulement ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait, parce que c'est vrai que l'argument est facile, il n'y a qu'une personne qui a dit Atlantide, donc à partir de là, ce continent ne peut pas exister puisqu'un seul homme a prononcé ce nom. Seulement, il se trouve que chez Homère, on parle par exemple des Hespérides, et on parle d'un certain nombre, la Phéatie, je crois, où justement, les descriptions sont totalement identiques. C'est pas le même nom, mais c'est le même portrait. Bizarre. Bon, et en plus, ça me donne l'occasion de dire que les Hespérides, c'est pas seulement une maison de retraite. Hein. Donc, bon, en tout cas, 21h52, on va essayer. Il nous reste, 3 minutes. Lothal, Harappa, Mohenjo-Daro. Là, encore une fois, civilisation de l'Indus, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, civilisation de l'Indus, Pakistan, beaucoup plus récent. On rentre dans des civilisations quasi diluvienne, donc après ou au moment du déluge. Là-dessus, il y a énormément à dire, on n'a pas le temps en 3 minutes. Juste se poser la question, pourquoi Mohenjo-Daro a des traces d'impact d'une explosion thermonucléaire, alors que elle a plusieurs milliers d'années d'ancienneté. Alors attendez, quand vous dites qu'elle a des traces d'une explosion en fait nucléaire, voilà, c'est tout ce que vous êtes. Nucléaire, oui, non, tout à fait. Mais c'est très simple. Et je vais vous dire, le sable qui s'y trouve là-bas, qu'on a pu prélever là-bas, et j'invite tous ceux qui peuvent aller au Pakistan s'ils ne finissent pas otages. Alors français, c'est pas la bonne nationalité, un tenté belge. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous mettez un drapeau belge sur le blouson, ça passe mieux. Et à partir de là, surtout, c'est une plaisanterie. Hein. Oui, bien sûr, on avait compris. Le truc à voir là-bas, c'est simplement que le sable y a fondu, soumis à une pression et une température particulière. On peut voir de manière aérienne la ville de Mohenjo-Daro avec un dégagement de construction au centre, ou enfin pas très loin du centre, et une sorte de, comme un éclat, vous voyez, comme un impact sur une vitre. Et les squelettes qui ont été retrouvés sur place étaient en partie absents. Il y avait des parties absentes. D'accord. Mais là, parce que là, ils avaient été pulvérisés. Ça ramène encore le problème de la connaissance, quoi, parce que toujours, mais vous ferez toujours le tour, hein. Vous ferez toujours le tour. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, il y a une vérité qui est cachée, il faut être clair, où qu'on aille, sur ces civilisations, elles sont cachées. Alors le motif de pourquoi on les cache, j'en sais rien. Je suis d'accord que s'il faut foutre tous les livres d'histoire à la poubelle et tout recommencer, ça va être un gros travail, mais ça donnera peut-être du boulot aux chômeurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, on n'aura pas la réponse tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience qu'il faut aller chercher la vérité là où elle se trouve. Pour l'instant, comme dirait Scully, elle est ailleurs. Alors, justement, avant de se quitter, juste une dernière question. J'imagine que vous avez abordé toutes ces recherches avec d'autres historiens, ou veulent-ils tout simplement ne pas vous parler? Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai des relations avec énormément de personnes, simplement... on va dire avec les historiens patentés... dogmatiques, en fait, ils veulent pas. Agré establishment. C'est ça. D'abord, je n'ai jamais eu de discussion parce qu'on n'a ni pris la peine, ni eux ni moi, de se rapprocher, c'est tout simple. Hein. Et de simplement exposer nos points de vue, nos arguments et les éléments qu'on a. Il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a jamais eu de colloque là-dessus. Hein. Donc, je veux dire, c'est aussi simple. Hein.
Moi, je tiens quand même à préciser que j'essaye de faire des recherches les plus scientifiques possibles avec le plus grand recul possible sur les choses, de manière à ne pas me laisser déborder par une forme d'enthousiasme ou de fantastique. On aime tous la science-fiction, hein, mais bon, de là à se laisser bercer par elle quand on est devant la réalité des faits, il faut quand même rester raison gardée, on va dire. C'est ça. En tout cas, Dominique Youngblood, je voudrais vous remercier parce qu'on arrive au terme de cette discussion. Ça a été passionnant. Vous êtes écrivain, historien, spécialiste donc des cités perdues. Vous avez écrit Civilisation antédiluvienne, sorti en avril 2012. Dernier mot. Allez-y, allez-y. Je voulais simplement dire que je voulais inviter les gens à regarder parce que je vais sortir dans peu de temps une sexalogie, un roman d'aventure qui s'appelle Shambhala justement, et qui est en fait les carnets de ce fameux Major Wesley que j'ai légèrement romancé. Et j'ai créé donc ainsi une série de romans qui vont raconter son expédition et tout ce qu'il a découvert, ou du moins ce qu'il dit qu'il a trouvé. Eh ben génial, on en fera part dans l'agenda pour voilà, vous nous rappellerez pour nous donner la date de sortie, comme ça on pourra le rappeler. En tout cas, il y a également donc le tome 2 des Civilisations antédiluviennes qui sortira en octobre prochain chez Pascal Galotte, éditeur. D'accord, c'est ça? Tout à fait. Eh ben voilà, merci infiniment Dominique. Merci beaucoup Bob. Au revoir.